Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de 22h ce soir. Le motif est extrêmement sérieux. Escroquerie en bande organisée. Après 48 heures de garde à vue, les juges ont décidé de cette qualification pour la mise en examen du patron d'Orange, Stéphane Richard. Et c'est le énième rebondissement dans la spectaculaire affaire Tapie, Crédit Lyonnais. On en parle avec notre club d'éditorialistes ce soir. Après l'arrêt brutal des chaînes de télévision publiques en Grèce, leur réaction n'a pas tardé. Les syndicats du privé et du public appellent à une grève générale de 24 heures demain. Et une question demeure ce soir. Pourquoi le gouvernement grec a-t-il pris cette incroyable décision au risque de déclencher une crise politique et d'aggraver la situation sociale? Élément de réponse dans ce journal. Le verdict était attendu. La justice tunisienne a condamné à 4 mois de prison ferme les 3 fémènes, 2 françaises et 1 allemande. À l'audience, les militantes ont revendiqué leur action. Elles avaient manifesté seins nus pour soutenir Amina, la fémène tunisienne emprisonnée. Et puis Madiba va un peu mieux. L'ancien président sud-africain hospitalisé pour une grave infection pulmonaire réagirait de manière positive à son traitement. Ses proches affirment que le combattant résiste. Notre invité ce soir, c'est le biographe de Nelson Mandela, Jean Guillouano, dans un instant. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Après 48 heures d'une garde à vue éprouvante au cours de laquelle le patron d'Orange a dû être hospitalisé pour cause de malaise, les juges ont décidé de mettre Stéphane Richard en examen pour escroquerie en bande organisée. Selon son avocat, l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde aurait décidé ce soir de déposer un recours contre cette décision. Et c'est un énième rebondissement dans la spectaculaire affaire Bernard Tapie, Crédit Lyonnais. Les explications de Marie Brémaud. Visiblement, sa défense n'a pas convaincu les enquêteurs de la brigade financière, puisqu'à l'issue de 48 heures de garde à vue éprouvante, Stéphane Richard est mis en examen dans le cadre de l'affaire Tapie. Et les charges retenues sont lourdes. Le parquet inculpe l'actuel patron d'Orange pour escroquerie en bande organisée. En cause, le rôle de Stéphane Richard, alors directeur de cabinet de Christine Lagarde, dans le choix de l'arbitrage dont a bénéficié Bernard Tapie. Notre responsabilité en tant que aussi gérant les deniers de l'État, c'est d'essayer de prendre des décisions qui protègent les deniers de l'État en toute sécurité et en toute transparence. Et nous avons estimé, c'est notre responsabilité, que le recours à l'arbitrage en faisait partie. Mais au-delà de Stéphane Richard, quelles sont les personnes visées par le chef d'inculpation? Car le parquet parle de bande organisée. Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, n'est pour le moment qu'un témoin assisté, mais sa situation pourrait évoluer. Quant à Claude Guéant, son ombre plane sur le dossier. En 2007, il était secrétaire général de l'Élysée et aurait organisé une réunion sur le choix de l'arbitrage. Avec ou sans l'aval de Nicolas Sarkozy, président de la République, c'est une des questions que doit se poser le juge d'instruction. De nombreuses personnalités politiques sont donc désormais associées à l'affaire Tapie. Mais pour l'heure, c'est le sort de Stéphane Richard à la tête d'Orange qui va être tranché. Matignon a annoncé qu'un conseil d'administration se réunirait dans les prochains jours pour décider des conséquences à tirer. Des mots qui résonnent comme une mise à mort annoncée. Merci à tous. Voilà, justement, concernant le sort de Stéphane Richard à la tête d'Orange, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, précise ce soir que seul l'intérêt du groupe Orange déterminera la position de l'État. Autre réaction ce soir, celle de François Bayrou. Depuis un certain temps déjà, le président du MoDem dénonce une affaire d'État et estime que les responsabilités sont à rechercher jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il était l'invité du 20h de France 2 ce soir. On l'écoute. C'est une affaire d'État organisée contre l'État par l'État. Vous dites une affaire d'État. C'est une affaire d'État parce que l'État a été spolié, le contribuable a été spolié de plusieurs centaines de millions d'euros sans qu'il y ait de cause, sans qu'il y ait de raison juridique pour le faire. Mais ça a été organisé. Et c'est cette organisation qui est sans précédent au cœur de l'État qui est aujourd'hui visée.
Et nous évoquerons cette mise en examen du patron d'Orange et de manière plus générale cette affaire et ses conséquences avec notre club d'éditorialistes dans quelques instants. Mais d'abord, le point ce soir sur les perturbations dans les transports. Les aiguilleurs du ciel se sont fortement mobilisés aujourd'hui. Jusqu'à 3 vols sur 4 ont été annulés. Le retour à la normale prévu pour demain matin sera progressif, prévient Air France, mais la galère est loin d'être terminée puisque c'est au tour des cheminots de se mobiliser et c'est un jeudi rouge annoncé demain et à chaque fois dans le ciel ou sur les rails, c'est une résistance aux réformes qui provoque blocage et mécontentement. On voit tout cela avec Joachim Robb. À la pagaille dans les aéroports s'ajoute désormais la pagaille dans les gares avec le début ce soir de la grève à la SNCF. 2 mouvements de protestation contre 2 tentatives de réforme inspirées par Bruxelles, les aiguilleurs aériens refusant le projet de ciel unique, une libéralisation du contrôle aérien en Europe. C'est un peu trop facile, je le dis comme je le pense. Ils abusent un petit peu de leur situation, de pouvoir paralyser le pays. Un pouvoir de blocage et de peser sur le débat, c'est aussi une des armes des cheminots. Opposés au projet de réforme ferroviaire qui prévoit la création d'une nouvelle entité coiffant la SNCF et Réseau Ferré de France, il regrette de n'avoir pas été entendu par le gouvernement. Il n'y a jamais de bonne grève et d'ailleurs toute solution de dialogue et une solution concertée est préférable à la grève. Oui. Mais encore faut-il avoir des interlocuteurs qui veulent réellement dialoguer sur les problématiques qui sont posées aujourd'hui. La culture du conflit plutôt que du dialogue, la France serait-elle irréformable? Non, à condition d'écouter chaque partie, assure Martial Bourquin. Il faut qu'on arrive à avoir une culture du débat. On nous dit tout de suite, voilà ce qu'il faut faire. Attendez, on ouvre déjà des négociations et peut-être que les partenaires sociaux ont aussi des propositions à faire. Des questions de fond et de méthode qui prendront plus d'ampleur encore la semaine prochaine avec l'ouverture de la conférence sociale sur les retraites. Et dans l'actualité, les agences immobilières dans le collimateur de Cécile Duflot en raison du montant faramineux des honoraires exigés aux locataires. La ministre du Logement souhaite s'attaquer à ces pratiques et son projet consisterait notamment à faire peser une partie de la charge aux propriétaires. On voit tout cela avec Camilla Campuzano. Trop d'abus dans les syndicats de copropriété, c'est ce que dénonce la ministre du Logement. Dans la ligne de mire de Cécile Duflot, les tarifs des syndics qui manqueraient de transparence. On peut le voir avec le forfait administratif où on va vous dire en gros sur l'étiquette votre prix c'est 10 €, mais il y a une petite étoile qui vous renvoie derrière l'étiquette pour vous dire que le plastique n'est pas compris dans le paquet de gâteaux à 10 € et que c'est 2 € supplémentaires. En gros c'est ça le problème, il n'y a pas de lisibilité claire et de transparence sur les coûts, ce qui empêche une mise en concurrence des différents professionnels. Une des principales propositions de la ministre, un compte bancaire unique et séparé pour chaque copropriété. Un moyen d'y voir plus clair dans la comptabilité de ces gestionnaires. Une loi anti-logement pour les professionnels. C'est pas le fait d'avoir un compte séparé unique. De toute façon, un syndic qui serait malhonnête, s'il n'est pas bien contrôlé, quel que soit le compte bancaire, la problématique restera la même. Laissons la transparence complète et le choix des copropriétaires sur la méthode. Laissons la liberté aux copropriétaires, ce n'est pas un enfant. On veut tout encadrer. On est en train d'étatiser la copropriété, ce qui est un drame pour moi. Pour bien encadrer les syndics, mais aussi les agences immobilières, un organisme de contrôle devrait voir le jour. D'ici là, la profession promet un bras de fer à Cécile Duflot. Dès vendredi, ils remettront une lettre avec leur position au Premier ministre. Et ce sont les premières images du président algérien Abdelaziz Bouteflika depuis son hospitalisation à Paris. Il est apparu assis dans un fauteuil recevant son Premier ministre et le chef d'état-major de l'armée algérienne. Une façon de mettre un terme aux rumeurs sur son état de santé. Dans l'actualité, après l'arrêt brutal des chaînes de télévision publiques en Grèce, leur réaction n'a pas tardé. Les syndicats du privé et du public appellent à une grève générale de 24 heures demain. Le pays est toujours sous le choc de cette décision. Et ce soir, c'est la coalition gouvernementale qui vacille. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Peu avant minuit, heure locale, la télé publique grecque cesse d'émettre. Une décision brutale du gouvernement, annoncée quelques heures plus tôt sur l'une des 3 chaînes concernées. Pour le gouvernement grec, l'audiovisuel public est un nid de corruption et un gouffre financier. Il faut le remplacer par une nouvelle structure moins coûteuse. Les salariés concernés apprennent en direct qu'ils viennent de perdre leur emploi.
De façon illégale et abusive, le gouvernement a coupé le signal des antennes de télécommunications grecques, alors qu'il n'en a ni le droit constitutionnel, ni l'autorisation du conseil d'administration de la radio-télévision nationale. Nous avons un gouvernement qui rappelle plus la Roumanie de Ceausescu qu'un gouvernement issu du vote du peuple. Ce sentiment d'un coup de semonce gagne la rue. Dans la soirée, des milliers de manifestants se retrouvent devant le siège des chaînes publiques. ERT, pour nous, c'était la dernière porte publique à laquelle on pouvait frapper si l'on voulait financer une production et la diffuser au grand public. Sur ERT parlaient des gens qui ne parlaient pas ailleurs, je veux dire des poètes, des écrivains, des musiciens, qui n'apparaissaient pas sur les chaînes privées en raison de la qualité inférieure de leurs émissions. ERT exprimait aussi les idées qui allaient à l'encontre du gouvernement, des critiques politiques. Une fermeture qui passe mal, d'autant qu'elle a lieu en pleine visite des créanciers de la Grèce qui exigent depuis longtemps la restructuration de l'audiovisuel public. Pour les Grecs, c'est un nouveau coup de force de l'Union européenne et du FMI. Et de grands thèmes ce soir au menu de notre club d'éditorialistes, la Grèce, avec la fermeture brutale des chaînes de télévision publiques. Et au-delà, nous évoquerons la situation du pays et ses relations avec la Troïka, oui, ce trio infernal, FMI, BCE, UE. Mais d'abord, ce énième rebondissement dans cette affaire spectaculaire, Bernard Tapie, Crédit Lyonnais avec la mise en examen pour escroquerie en bande organisée de Stéphane Richard, patron d'Orange et ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde. Jusqu'où remonteront les juges? On en parle avec nos invités ce soir. Claude Veil, bonsoir et bienvenue. Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Avec nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et pour notre plus grand plaisir, et le vôtre, je l'espère, notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Sonia, bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors messieurs, Jean-Louis Gombaud d'abord, qu'est-ce qu'on reproche précisément à Stéphane Richard dans cette affaire? Alors, on cherche à savoir, parce qu'il faut voir le motif de sa mise en examen, escroquerie en bande organisée. Donc, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il y a un soupçon d'escroquerie dans cette affaire. Parce qu'en fait, il y avait deux hypothèses. Il y avait l'hypothèse selon laquelle cette affaire a été tout simplement mal gérée, en dépit du bon sens, par-dessus la jambe, avec des fonds publics, et donc, quelque part, une irresponsabilité au plus haut niveau de l'État. Et là, on passe avec la mise en examen de celui qui était directeur du cabinet de Madame Lagarde lorsqu'elle était ministre des Finances, on passe effectivement à une étape supérieure. C'est pas, on a un soupçon sur un montage, une escroquerie en bande organisée. Donc on passe dans un degré de gravité nettement supérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est-il passé? On ne va pas refaire l'ensemble du processus. Mais effectivement, le CDR, ex-Crédit Lyonnais, qui était sous la tutelle de l'État, avait été condamné par une cour d'appel à 145 millions d'euros parce que, au fait qu'il aurait grugé Bernard Tapie lors de la vente de la société Adidas. Cet arrêt a été cassé. Et une fois, en 2009, a été cassé pour vice de forme par la Cour de cassation. Et à ce moment-là est venu le débat sur ça dure trop longtemps, ça fait des années que cette affaire nous enquiquine, on va passer par un arbitrage privé. Et là, le problème qui s'est posé tout de suite, c'est est-ce que c'était pertinent de faire cette solution-là? Et il semble bien que non, d'abord, indépendamment de l'escroquerie. Tout simplement parce que le temps que ça dure, l'État, il s'en moque. L'État, il est éternel. L'État sera encore là quand M. Bernard Tapie sera mort. Donc on peut penser, a priori, que ça a été fait un peu comme ça, n'importe comment, pour se débarrasser d'un dossier. Et là, on se pose la question, vraiment, la justice se pose la question de savoir s'il n'y a pas eu un montage frauduleux dans cette affaire. Alors, Claude Veil, est-ce que Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, c'est un élément, enfin une personnalité centrale ou périphérique dans cette affaire? Il est absolument central. S'il y avait ce que les juges cherchent à établir, une sorte en effet de conjuration visant à accorder à Bernard Tapie un avantage indu qui aurait impliqué différents niveaux de l'administration centrale et du pouvoir au plus haut niveau. Dans cette hypothèse-là, il jouerait un rôle absolument essentiel, étant à la fois directeur de cabinet de Christine Lagarde, puisque c'est elle, juridiquement, qui a pris la décision de recourir à l'arbitrage, et l'Élysée, dont il était très proche et en relation étroite avec Bernard Tapie. Si c'est elle qui a pris la décision, comment expliquer
j'allais dire, ce deux poids, deux mesures. Elle est placée sous le statut de témoin assisté et lui est placé et mis en examen pour escroquerie en bande organisée. La procédure va continuer à prospérer. Une mise en examen peut être prononcée à un moment donné, puis abandonnée en cours de route. Et puis on peut passer du statut de témoin assisté au statut de mise en examen. Les procédures en plus sont particulières puisque Mme Lagarde relève de la Cour de justice de la République alors que les autres relèvent des juridictions ordinaires. Donc ce ne sont pas les mêmes systèmes procéduraux. On ne va pas reprendre l'ensemble du dossier, mais en effet, ce que les juges cherchent à établir, c'est, ils ont apparemment une idée sur la question, c'est s'il y a eu de l'Élysée, ce qui pourrait mettre en cause aussi Claude Guéant, voire Nicolas Sarkozy. On évoque des réunions avec, en tout cas, Claude Guéant. Voilà. Vous avez vu il y a quelques jours que Nicolas Sarkozy, dans la période concernée, précédant immédiatement son élection, a reçu, je crois, à 8 reprises Bernard Tapie, qu'il a reçu aussi M. Mazot, qui était un des 3 arbitres. Donc tout ça crée un enchevêtrement d'intérêts, de réseautage, ce que les juges essaient de mettre à nu. Et les juges, justement, Jean Legombeau, jusqu'où peuvent-ils ou vont-ils remonter? Eh bien, les juges qui sont actuellement sur l'enquête, parce qu'en fait, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Madame Lagarde a dit qu'une seule chose publiquement: j'ai peut-être été manipulée. Manipulée par qui? Apparemment, elle a chargé son directeur de cabinet, Stéphane Richard, dans cette affaire. Quant à Stéphane Richard, la seule déclaration publique qu'il a faite sur ce dossier, c'est quand il a dit, c'était fin avril dernier, il a dit: nous avons peut-être été imprudents sur ce dossier. Donc d'un côté, il y a le ministre qui dit: j'ai été manipulé par mon directeur de cabinet, et l'autre qui dit: j'ai simplement je n'ai peut-être pas très bien géré les fonds publics, en quelque sorte. C'est ça qu'il dit. Donc dans un cas, manipulation, il y a évidemment escroquerie, il y a intention de nuire, il y a spoliation de l'État, et dans l'autre, il y a imprudence. Et les juges, je pense, s'orientent de plus en plus sur le thème de la manipulation. Alors, vous parlez d'enchevêtrement de fils, de noms, on l'a dit, Claude Guéant évoqué. On a l'impression, Claude Veil, que chaque dossier embarrassant en cache un autre pour l'ancien ministre. Pour l'ancien ministre Guéant, oui. Le cas Guéant est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien qu'actuellement les juges sont en train de purger les années Sarkozy. À travers l'affaire Taquiedine, à travers le financement de la campagne électorale, à travers les différentes affaires où... Juste préciser d'emblée qu'il n'y a pas pour l'instant de mise en examen et encore moins de condamnation pour l'ancien ministre. Or, il se trouve que par la position stratégique qu'il a occupée d'abord Place Beauvau au ministère de l'Intérieur comme directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy, puis à l'Élysée comme secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant était l'homme de tous les secrets. Tout passait par lui. Et donc, ce préfet qui avait la réputation d'être vraiment l'intouchable de la République, il était la rigueur incarnée, ancien directeur général de la police nationale, a été l'homme de tous les secrets. Et donc, aujourd'hui, comme tous les dossiers sensibles, confidentiels, éventuellement les couteaux tordus sont passés entre ses mains, la justice le trouve toujours sur son chemin quand elle enquête sur un dossier qui met en cause la gestion des années Sarkozy. Voilà, et pour Hervé Baudry, Guéant, c'est géant. Il y a du boulot. Hein. La décision d'arbitrage a été prise dans le bureau, ça on le sait, de M. Guéant. M. Guéant, Mme Lagarde et M. Richard. La décision d'arbitrage a été prise entre tous les trois. Alors pour M. Guéant, donc cette affaire Tapie Crédit Lyonnais, il y a aussi les primes. Il y a indignation et stupeur au sein de la classe politique qui pour beaucoup a en tête l'image d'un grand commis de l'État avec son allure sage, ses costumes discrets d'énarque et ses petites lunettes rondes. On rappelle pour Claude Guéant qu'il a été repéré en Franche-Comté. À l'époque, c'était par Jean-Pierre Chevènement. Il a été ensuite, on va dire, élevé par la gauche au rang de préfet de la région Bretagne. Et on connaît la suite, élève de Charles Pasqua. Puis la rencontre avec Nicolas Sarkozy. Le parcours est étonnant. Le parcours est absolument stupéfiant. Nous avons tous vu changer Claude Guéant, que nous avons en effet pratiqué pendant toute cette période. Et c'est vrai que lorsque Guéant arrive, même les gens qui ont le plus de réticence envers l'univers sarkozyste, qui est assez pittoresque, avec les gens de Levallois, les gens de Neuilly, la bande à Sarkozy sont quand même des gens assez atypiques dans la classe politique, qui peuvent inspirer quelques méfiances. Guéant, c'est l'homme qui rassure. Voilà. On se dit, voilà un serviteur de l'État, voilà un préfet, un homme rigoureux, prudent, avisé, extrêmement méticuleux dans son expression, vraiment, comme on dit, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession.
D'une certaine façon, je trouve que l'itinéraire de Claude Guéant raconte une certaine dérive aussi du régime Sarkozy, dont aujourd'hui, encore une fois, on solde les comptes, où on découvre quand même des choses absolument affolantes. Oui, mais certains voudraient convoquer l'ombre de Nicolas Sarkozy. Forcément, comment ne pas convoquer l'ombre de Nicolas Sarkozy lorsque on découvre ces histoires de versement, plus de 500 000 francs versés sur son compte, versés sur son compte, à partir d'argent venu de Malaisie, dont il justifie de façon extravagante par la vente de 2 tableaux que les experts évaluent à 30 000 €. Lorsque pour justifier des versements liquides, il nous dit oui mais c'est normal, c'est des primes, lesquelles primes ont été supprimées antérieurement par Lionel Jospin, puis maintenant qu'on nous dit c'est pas vraiment des primes, c'est l'argent, vous savez, la petite caisse noire qu'on a au ministère pour payer les informateurs et les opérations de police spéciale. Mais est-ce que c'était le rôle du directeur? Est-ce qu'il était vraiment normal que le directeur de cabinet... Pas de mise en examen, pas de condamnation, mais tout cela tombe mal, Jean-Luc Gombault, pour l'ancien président qui ne cesse de donner plusieurs signes et de poser plusieurs cailloux blancs sur le chemin de son retour. On va d'ailleurs voir la une de l'Express cette semaine qui titre sur « Il revient, Nicolas Sarkozy ». Il revient, Nicolas Sarkozy, on ne sait pas s'il revient. C'est-à-dire, il n'a jamais dit encore publiquement qu'il allait revenir. Et je pense que beaucoup de gens vont se débrouiller pour qu'il ne revienne pas. Parce qu'en réalité, certainement pour M. Copé, pour M. Fillon, comme on dit dans le sport, maintenant c'est leur tour. C'est-à-dire, il a eu sa chance, il a eu son tour, et maintenant le temps a passé et c'est leur tour. Donc les plus grands ennemis du retour éventuel de M. Sarkozy, c'est dans son propre camp, et ils vont prendre certainement les dispositions pour qu'il n'assouvisse pas cette ambition au cas où il l'aurait. Qu'est-ce que vous nous avez croqué là, Hervé Baudry? Eh bien, en fait, notre ami sportif bien connu, coureur de fond, Sarkozy, qui se demande s'il va être rattrapé par... Il court plus vite. Est-ce que les affaires vont le rattraper? On verra bien. Claude Veil, Patrick Buisson, dont on ne connaît ni le rôle ni influence auprès de l'ancien chef de l'État, a dit ceci dans Le Monde il y a quelques jours: Nicolas Sarkozy s'imposera, il est l'unique recours. On connaît assez bien le rôle et l'influence, si vous permettez, de Patrick Buisson auprès de Nicolas Sarkozy. Il a vraiment fourni le logiciel de la campagne électorale de 2012, donc quoi qu'on en pense, on peut dire qu'elle l'a fait perdre ou qu'elle l'a sauvé d'une défaite humiliante. Toujours est-il que c'est sur la ligne stratégique fixée par Buisson que Nicolas Sarkozy a fait campagne et, je dirais, à partir de 2010, même a gouverné. Patrick Buisson a sa lecture de la société française. Il est convaincu qu'il avait fait le bon choix en 2012, que Nicolas Sarkozy reviendra sur les mêmes orientations idéologiques, un mélange de populisme, d'anti-élitisme, de sensibilité particulière à la question de l'insécurité, de l'immigration, etc. Il pense que c'est ce terrain-là qu'il faut labourer. Et pour les échos que j'en ai, Nicolas Sarkozy aujourd'hui n'est pas du tout dans l'état d'esprit de fermer un culpa. Il est encore plus buissonien, si je peux dire, qu'il l'était en 2012. Il est absolument convaincu qu'il a fait le bon choix à l'époque et que c'est cette voie-là qu'il faut tracer. Est-ce qu'il va revenir? On pourrait assez facilement faire la colonne des atouts et des handicaps. Les atouts, c'est le peuple de droite l'aime et à la nostalgie de lui. De tous les candidats, c'est évidemment celui quand on demande aux électeurs de... il n'a pas forcément un concurrent. Quand on demande aux électeurs de droite, qui voulez-vous, ils répondent Sarkozy. 2, c'est vrai qu'il a... Sa place n'a pas été prise, quoi. La guerre des successeurs fait que le trône de chef des droites est encore vacant. Ces handicaps, c'est à celui évidemment que disait Jean-Louis, c'est que les postulants évidemment vont tout faire pour lui fermer la porte, et puis c'est les affaires. Les affaires, c'est une donnée très importante de l'équation Sarkozy. Nous avons le temps, d'ici 2016-2017, il y aura d'autres débats dans le 22h pour en parler. Alors messieurs, deuxième thème de discussion ce soir, après l'arrêt brutal des chaînes de télévision publiques en Grèce. Leur réaction, je vous le disais, n'a pas tardé. Les syndicats du privé et du public appellent donc à une grève générale de 24 heures demain. Et une question demeure ce soir, on va essayer d'y répondre. Pourquoi le gouvernement grec a-t-il pris cette incroyable décision au risque de déclencher une crise politique et d'aggraver la situation sociale? Mais d'abord, Jean-Luc Gombault, c'est une décision qui a surpris, choqué, la fermeture brutale de la télévision publique et au-delà du pays, au-delà de la Grèce. Je pense que c'est une décision qu'on n'a jamais rencontrée dans un pays démocratique. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que la Troïka demande à la Grèce le licenciement de 20 000 fonctionnaires, ce qui, pour un pays comme la Grèce, est absolument considérable. La Grèce est enfoncée dans une crise financière, on en parle souvent ici, qui en réalité ne se résorbe pas. Et donc,
la Troïka est actuellement présente à Athènes depuis lundi et elle surveille les comptes, elle regarde les comptes. Ils sont là pour auditer les comptes grecs et vérifier si les réformes ont été menées. Et si la machine à licenciement des fonctionnaires notamment est en route. Et alors là, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse effectivement selon laquelle la crise financière est telle qu'il faut que je licencie des gens, je le fais. Ils le font maintenant. On a l'impression que derrière une crise financière bien réelle, il y a aussi un coup de force de la part des autorités grecques qui, quelque part, engagent une sorte de bras de fer avec le FMI, la Commission européenne, la Banque centrale européenne dans l'affaire de la Troïka, en disant « vous voulez la pagaille, mais vous allez la voir ». C'est-à-dire, je fais ce que vous me dites et je dis que on me demande de faire cela. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire ce soir que le gouvernement grec serait allé jusqu'au bout de la logique pour pousser dans ses retranchements la Troïka. Pour négocier en disant, vous voyez bien la pagaille que ça met, et je vous demande une nouvelle annulation de dette, vous regardez où va le pays. Et effectivement, parce que là, c'est ce qu'il y a de plus visible, c'est absolument spectaculaire, mais derrière, il y a une misère qui s'étend, il y a des problèmes alimentaires qui commencent à se prononcer, des problèmes sanitaires, donc il y a une véritable crise très profonde. Pénurie des médicaments dans les hôpitaux, quand ces hôpitaux ne ferment pas, chômage record des jeunes, plus de 60%. 27% de chômage de la population. Il faut leur faire boire le calice jusqu'à la lie. Donc, c'est ce que, quelque part, les autorités grecques posent cette question à la Troïka, et on a l'impression que sur la base d'une crise très réelle, de comptes publics très dégradés, bien entendu, il y a une politique de la terre brûlée, carrément, et il y a un engagement de rapport de force. Le faible essaie de se faire entendre pour qu'on renégocie une fois de plus son niveau de dette. Hervé Baudry, il est très mignon ce dessin-là. Oui, expliquez-nous. Il n'y a plus de télé, il ne reste plus que le bois, quoi, voilà, la carapace de la télé et puis le chat. Mettez votre chat, non pas dans la télé, c'est pas conseillé. Claude Veil, quelle est la situation réelle du pays en ce moment? Car pour certains, le pays a quand même réduit son déficit. Je parle de la Grèce, mis en place les réformes demandées. On va regarder une phrase qui a été prononcée par l'ex-président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, qui a dit la Grèce est sur le bon chemin et peut même retrouver la croissance pour 2014. Alors il y a quelques petites hirondelles qui commencent à voler dans le ciel d'Athènes. Notamment le commerce extérieur, c'est très légèrement... Ne voient pas les hirondelles, mais bon. Non, le commerce extérieur, c'est très légèrement amélioré, mais c'est pour deux raisons. La première, c'est que les importations ont continué de chuter parce que les gens ont plus d'argent, et que l'effondrement du pouvoir d'achat et des salaires fait qu'il y a un très léger décollage des exportations. Mais c'est le début d'un redressement. Je crois que l'hypothèse la plus plausible, en effet, c'est celle que donnait Jean-Louis à l'instant, c'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre à témoin les représentants de la Troïka et d'une certaine façon jeter l'opinion grecque dans les jambes des gens de la Troïka en disant voilà à quoi mènent les sacrifices que vous exigez de nous. Il y a d'autres hypothèses tout aussi machiavéliques. Je discutais tout à l'heure avec un journaliste grec qui, lui, pencherait pour un truc de pure politique intérieure, de magouille politicienne gréco-grecque, où le Premier ministre Samaras, en réalité, aurait lui-même délibérément provoqué une crise gouvernementale pour se débarrasser de certains de ses partenaires encombrants au sein de la coalition. Tout ça est quand même, pour moi, un petit peu énigmatique. J'avoue que je ne sais pas le grec. Mais ce soir, quand même, il y a peut-être une crise politique qui couvre une aggravation de la situation sociale. Jean-Luc Gombault, il y a quelques jours, il y a une petite bombe lancée par le FMI qui a reconnu des échecs, des erreurs dans le plan de sauvetage de la Grèce. L'organisation internationale charge d'ailleurs beaucoup l'Europe. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mea culpa bien tardif? C'est un mea culpa, mais comme vous l'avez précisé, qui se cache derrière l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mea culpa en disant on a pris trop de retard sur le plan de redressement de la Grèce, et dans le communiqué, dans l'analyse qui est faite, ils disent à cause des hésitations européennes. Donc on a l'impression que ce mea culpa du FMI est plus une accusation de la démarche des Européens il dit simplement qu'il s'est un peu trompé sur les perspectives économiques, lui, en tant qu'FMI. Mais il ne critique pas le fond de l'affaire, il critique les modalités, et en disant que ces modalités n'ont pas été correctes parce que la Commission européenne, l'Europe a trop hésité. Donc on a l'impression de dire, si nous étions occupés tout seuls de cette affaire, en réalité en fait de mea culpa, si on avait tapé sur la table pour nous en occuper tout seul, ça se serait mieux passé. Donc c'est un mea culpa un peu hypocrite
en réalité. Et donc il y a une volonté du Fonds monétaire international, peut-être dans cette affaire, de récupérer, en disant laissez-nous piloter tout seul l'affaire grecque, ça ira mieux plutôt que de discuter à n'en plus finir avec la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, l'Eurogroupe. Tout ça, c'est trop compliqué. Il faut faire quelque chose qui soit propre, comme nous savons, nous, le FMI, le faire. Mais au final, Claude Veil, FMI, BCE, UE, est-ce que tous ne doivent pas reconnaître qu'ils se sont trompés en passant du jour au lendemain, ou presque, d'un soutien massif aux banques et d'une politique de relance à l'austérité généralisée? Évidemment, ils sont allés trop loin et trop fort dans l'austérité. Il est arrivé un malheur au peuple grec qui est bien connu. C'est ce qui s'est passé une certaine nuit dans une certaine chambre du Sofitel de New York. Je pense vraiment, je ne veux pas faire ici l'éloge de Dominique Strauss-Kahn, dont par ailleurs je partage... Vous pensez qu'il aurait été le sauveur de la Grèce? Je pense que Dominique Strauss-Kahn était sûrement celui qui avait le plus réfléchi à la question grecque et qui était allé le plus loin dans les solutions apportées et qui était à l'époque partisan d'éponger la dette grecque. Enfin, je me permets d'interrompre pour dire dans le même sens que Claude, quand il a dit qu'il faut que les banques prennent leurs pertes. C'est-à-dire donc en réalité il était pour une solution qui consistait à éponger la dette grecque et que les banques qui avaient prêté prennent leurs pertes. Une chose est sûre, et pour finir avec une caricature d'Hervé Baudry, c'est que non, mince, on ne fera pas le journal de 20h ce soir en Grèce. On a besoin de la télévision. On en a besoin, et, évidemment, il faut être bien. 22 heures, c'est très bien. Oui, c'est à fait. On ne touche pas aux 22 heures. On ne va pas se délocaliser en Grèce. Il n'est pas question de vous couper en tête. Pas pour le moment. Non, nous sommes encore bien en direct. Restez avec nous. Alors, comme tous les mercredis à présent, la revue de presse de vos hebdos à retrouver demain dans les kiosques. Et vous allez voir, l'Express, je vous l'avais dit tout à l'heure, il revient. Nicolas Sarkozy sur le chemin du retour selon l'hebdomadaire. Le Point à présent. Wishful thinking, c'est ça? Exactement. Le Point qui titre sur ces mafias qui pillent la France. Elles viennent de l'Est, précise Le Point. À lire aussi un dossier sur les retraites, une réforme ultra sensible pour le gouvernement, alors que vous le savez, le rapport sur ce sujet doit être remis ce vendredi au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le Nouvel Observateur, cher Claude Veil, vous propose une escapade à New York, un spécial 25 pages. À lire aussi cet article intitulé Mauroy, la gauche du peuple. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Claude Veil. Hervé Baudry, Jean-Louis Gombault. Cette information qui nous parvient à l'instant, toujours dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, Jean-François Rocky, qui est donc l'ancien président du CDR, qui a été mis en examen ce soir. On commence à voir mieux le pourtour de cette fameuse bande organisée. Voilà, on aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, messieurs. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Mathilde Bélanger. En Turquie, des milliers d'avocats sont descendus dans la rue aujourd'hui. Ils dénoncent l'arrestation de 73 de leurs confrères hier lors d'une action de soutien aux manifestants de la place Taksim. Le gouvernement doit savoir qu'il ne fera jamais taire la défense. Faire taire la défense, c'est tenter de faire taire le peuple. Le peuple ne se taira jamais plus. Le Premier ministre Erdogan a rencontré dans la journée une délégation de manifestants. Il a évoqué auprès d'eux la possibilité d'un référendum sur le projet d'aménagement de la place Taksim. Ce projet est à l'origine du mouvement de contestation qui dure depuis 12 jours et qui dénonce aussi la répression du gouvernement. 4 mois de prison ferme, c'est la peine qui a été prononcée contre les Femen arrêtés en Tunisie. Les 3 militantes européennes ont été condamnées pour atteinte aux bonnes mœurs et à la pudeur. Le 29 mai, elles avaient manifesté seins nus à Tunis pour protester contre l'arrestation d'Amina, Femen tunisienne emprisonnée 10 jours plus tôt. Paris dit regretter la sévérité de la peine. Si vous êtes fumeur, il vous en coûtera bientôt plus cher. Le prix du paquet de cigarettes devrait augmenter de 30 à 40 centimes à partir du 1er juillet. Une bonne nouvelle pour les associations de lutte contre le tabagisme. Clairement, il est établi que 40 centimes, c'est le minimum d'augmentation qui a un effet psychologique qui fait que les Français vont consommer moins. Le paquet le plus vendu coûtera désormais 7 €. La dernière hausse remontait à octobre dernier. Comment des somnifères ont-ils pu se retrouver dans des boîtes du diurétique furosémide? Erreur humaine ou acte de malveillance? L'enquête ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris devra le déterminer. L'inspection du site du laboratoire Teva d'où sont sorties les boîtes n'a montré aucun signe de dysfonctionnement. L'erreur de conditionnement pourrait être à l'origine de 3 décès suspects.
Le régime des auto-entrepreneurs sera bien modifié. Malgré les protestations du mouvement des Poussins, la ministre de l'Artisanat Sylvia Pinel a présenté ce matin son projet de loi. Il fixe 2 limites à l'avantage fiscal. Les auto-entrepreneurs qui engrangeront plus de 19 000 € de chiffre d'affaires 2 années de suite basculeront dans le régime classique de la création d'entreprise. Nelson Mandela a entamé son 5e jour à l'hôpital de Pretoria, en Afrique du Sud, où il est soigné pour une lourde infection pulmonaire. Depuis quelques jours, les bulletins de santé se suivaient et se ressemblaient, décrivant un état grave mais stable. Et aujourd'hui, premier signe encourageant, l'ancien président répondrait mieux à son traitement. Ses proches, sa famille demandent que l'on prie pour lui. Et c'est bien sûr tout un pays qui retient son souffle et au-delà, le monde entier qui scrute l'évolution de l'état de santé de ce géant de l'histoire à la vie d'exception. On en parle avec notre invité ce soir, Jean-Guy Loineau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes écrivain, traducteur, vous êtes le biographe de Nelson Mandela. Vous avez traduit ses mémoires. Je montre également ce livre, Nelson Mandela. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Alors, Jean-Guy Loineau, en préparant cette interview, je me suis demandé s'il y avait un homme ou une femme aujourd'hui qui soit vivant, qui soit autant aimé, admiré, qui recueille autant d'avis consensuels que Nelson Mandela. Je crois pas, non, je crois pas. Il a une vie, d'ailleurs je prendrai le dernier moment de sa vie en quelque sorte, hein. Il a fait 15 ans de militantisme très important, il a été en prison pendant près de 30 ans, libéré, pendant 4 ans il négocie les nouvelles conditions de la démocratie en Afrique du Sud, il est élu président en 1994, pendant 5 ans il est président et il met en place les nouvelles institutions, et puis il rentre chez lui, comme un bon ouvrier qui a fini son travail. Quand on voit le jeu des hommes politiques sur tous les continents et la façon qu'ils ont de s'accrocher au pouvoir, parfois de façon terrible pour leur peuple, il a ajouté quelque chose encore à sa carrière, si j'ose dire. Alors on ne va pas spéculer ce soir sur son état de santé, mais on voit bien que chaque mot dans le bulletin de santé est pesé, sous-pesé, et aujourd'hui, signe encourageant, il répond mieux à son traitement selon le président Jacob Zuma. Oui. Alors, la question qu'on se pose depuis le début de la semaine, c'est est-ce qu'on prépare l'opinion ou est-ce qu'on donne de vrais bulletins de santé? Ça, je ne saurais pas dire. On ne peut pas le savoir, mais sa famille, ses proches demandent de prier pour lui, mais lui, Nelson Mandela, a un rapport plus distant avec la religion. Il n'était pas croyant, en tous les cas, il était resté très discret sur ce sujet. Vous, qui êtes son biographe, qu'a-t-il dit sur ce point? Ça n'a pas joué un rôle extrêmement important dans sa vie, sinon que pendant toutes ces années de formation, tout passait par des ensembles religieux, en particulier l'université qui était de Fort-Terre, qui est près du Transkei, tout à fait au sud de l'Afrique d'ailleurs, de l'Afrique du Sud et de l'Afrique, qui était une création de l'Église réformée écossaise. Voyez, donc, mais après, ça n'a pas été vraiment chez lui une préoccupation. Alors, simplement, dans son action politique, avant et après, il a toujours, j'entends avant et après la prison, il a toujours tenu à associer tous ceux qui luttaient contre l'apartheid. Et parmi eux, il y avait évidemment des organisations chrétiennes. Bien sûr, on va en parler en détail. Alors quand on pense à Nelson Mandela, beaucoup d'images nous viennent à l'esprit, mais peut-être que la plus marquante se passe le 11 février 1990. On va la voir, cette image. C'est ce jour-là, selon vous, qu'il rentre définitivement dans l'histoire en sortant de prison. Vous savez, il a fait quelque chose d'étonnant ce jour-là. En 1964, tout le monde était persuadé qu'ils allaient être pendus. Le groupe de Rivonia, c'est-à-dire ces clandestins le groupe que Mandela avait créé pour entamer une lutte armée contre les forces de l'apartheid. Et au procès, il avait terminé sa défense, puisqu'il était avocat, il était en partie son avocat, et il a terminé en disant « J'ai toujours été contre les différences de race, etc. Et c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Ce jour-là, en 64. Le jour de sa libération, c'est... Oui. Et il commence son discours sur le balcon de la mairie du Cap. Il vient d'être libéré. Et la première phrase, c'est celle de 1964.
comme si les 27 années de prison avaient été une parenthèse. Vous avez l'air ému d'en parler encore aujourd'hui. Complètement, parce que quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais on est dans le procès de Rivolier en 1964 et l'histoire continue. Comme si tout d'un coup il y avait eu une parenthèse de 27 ans de prison et on recommence là où on s'était arrêté. Alors, ce que le monde découvre ce jour-là, c'est qu'après toutes ces années de prison, notamment, on va le rappeler, dans les geôles de Robben Island, c'est un pénitencier au large du Cap, il n'y a pas d'esprit de vengeance. Ouais. Chez cet homme, il n'y a pas d'amertume. Il parlera d'ailleurs avec tous ses ennemis, et même lorsqu'il remportera l'élection présidentielle, il va les inclure dans son propre gouvernement. C'est un fin politique. Alors, ce qu'il faut dire quand même, il y a une chose très importante pour qu'on comprenne bien. La libération de l'Afrique du Sud ne se passe pas comme ça, parce qu'un jour les autorités décident de sortir Mandela de prison. Des violences terribles. Oui, alors d'un côté il y a des violences terribles, il y a l'état de siège, il y a des morts, etc. Et de l'autre côté, le monde change de visage. Et Gorbatchev arrive en URSS. L'URSS est en déconfiture et on sent que la guerre froide va changer, car sans avoir peur des contradictions, jusqu'ici l'Afrique du Sud de l'apartheid était dans le camp de la liberté. Et tout d'un coup, les autorités sud-africaines pensent, et d'ailleurs ont un conseil très pressant des États-Unis d'entamer des négociations, de trouver un interlocuteur. Et on va chercher Mandela en prison. Et les négociations vont prendre 7-8 ans. Mais et d'ailleurs, on va lui proposer de sortir. Il dira non. Ah non, ça, on lui avait proposé avant, dans les années 70, mais à condition qu'il aille s'installer dans le Transkei, ce qui aurait était l'équivalent de la reconnaissance de l'apartheid. Tandis que là, non, au contraire, il y a même une anecdote assez étonnante. Un jour, un des responsables gouvernementaux il n'est plus à Robben Island. En 82, il est dans la prison de Pollsmoor, qui est près du Cap, et un représentant du gouvernement vient le chercher et lui dit on va aller faire un tour dans le Cap. Et ils partent en voiture dans la ville du Cap parce qu'ils veulent que Mandela se réhabitue à la vie extérieure qui a beaucoup changé en 27 ans. Et à un moment donné, cet homme dit à Mandela « Vous avez soif ?» Et oui, et il arrête la voiture, il descend, il va acheter de coca ou de bière, je ne sais pas. Et Mandela se retrouve tout seul dans la voiture et il se dit « Je pourrais me sauver ». Mais politiquement, ça n'aurait aucun sens, donc il reste dans la voiture. Voilà. Alors ça, c'est toutes les années 80 où c'est lui, en fin de compte, qui décide de la libération de tous ses camarades en octobre 89. L'année de la chute du mur de Berlin, et lui en février 90. Alors on a parlé du politique, du résistant. Il y a l'homme aussi. Tant de choses ont été dites, écrites sur lui, mais il reste encore aujourd'hui un homme mystérieux avec de nombreuses blessures personnelles, familiales, dont il parlera peu. Sa première femme. Quand il était... Alors, sa première femme, il s'est marié en 43 avec Evelyn Contomassé. Il aura 3 fils qui auront un destin difficile. Il y en a un qui sera tué dans un accident, un autre mort du sida. Il ne pourra pas assister à ses funérailles, on lui refusera de sortir en prison. Quand sa mère meurt, on refuse qu'il assiste aux funérailles. Ça, c'est des blessures, je pense, terribles. Bien sûr. Terribles. Dans son livre « Conversation avec moi-même », il raconte ses souffrances, ses doutes, pour prouver, dit-il au monde, qu'il n'est pas un saint, mais pour beaucoup, il l'est et il le restera. Il ne peut pas lutter contre cela. En fait, je trouve, moi qui l'ai fréquenté à travers des documents, je l'ai rencontré 2 fois à Paris, mais je trouve qu'il reste un homme normal, qu'il reste un homme les pieds sur terre, parce qu'en fait, son objectif, c'est de mettre fin à l'apartheid, c'est pas de se faire une carrière. Non. Mettre fin à l'apartheid, c'était l'Afrique du Sud pour tous. Pour tous, pas pour les Noirs, les Blancs, pour tous. Alors c'est évidemment un peuple très compliqué, c'est une histoire très compliquée avec les Hollandais qui arrivent au XVIIe siècle, les Anglais qui arrivent au début du XIXe, la guerre la guerre des Boers, très célèbre, entre les Hollandais et les Anglais parce qu'on a découvert de l'or près de Johannesburg, et les Noirs par les Hollandais et par les Anglais traités comme une main-d'œuvre servile, et avec cette invention à partir de 1948 de l'apartheid qui est la séparation des races. Bien sûr, voilà.
Voilà pour Nelson Mandela. Merci beaucoup, Jean-Guy Loineau, pour ce géant de l'histoire dont vous êtes le biographe. Merci de nous en avoir parlé ce soir. Merci à vous. Merci à vous. On arrive à la fin de ce journal et je vous rappelle la principale information de cette édition. Après 48 heures de garde à vue, eh bien, les juges ont décidé de mettre en examen le patron d'Orange, Stéphane Richard, pour escroquerie en bande organisée. Le motif est très grave et sérieux. À noter également que Jean-François Rocky, le président du consortium de réalisation, la structure chargé de gérer le passif du Crédit Lyonnais, a également été mis en examen dans le cadre de cette affaire. Voilà pour ce journal. Merci de votre fidélité. Douce soirée. À demain, avec plaisir bien sûr. Nous apprenons effectivement la démocratie. C'est assez nouveau et pour ce qui me concerne, je considère que c'est indispensable. Nous avons d'ailleurs changé nos statuts pour que dans ce domaine on progresse. J'espère que pour 2016, pour les primaires, nous serons au point. Voilà, ils ne sont pas encore tout à fait au point, mais certains se préparent déjà activement pour la fameuse primaire présidentielle. Alors, quelle est la stratégie des différents prétendants de l'UMP ? Comment tentent-ils de se démarquer sans qu'on puisse les soupçonner de ne pas jouer collectif? Et comment reconstruire une image écornée par des mois de guerre Fillon-Copé? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François, Jean-François et peut-être même Nicolas, avec nous 4 invités, Michel Bétan, communicant chez Havas Worldwide et excellent connaisseur de l'UMP puisque vous avez, dans une vie antérieure, longtemps travaillé avec Xavier Bertrand, y compris quand il était à la tête de l'UMP. Philippe Lanchener, communicant également. Alors vous avez accompagné Arnaud Montebourg pendant la primaire socialiste de 2011, où il a surpris par son score. On verra ce que vous pensez de la stratégie des différents prétendants de l'UMP. Florence Hegel, politologue et spécialiste de la droite. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission pour analyser les discours et les postures. On va commencer par celle de François Fillon. L'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy a l'air de prendre de plus en plus ouvertement ses distances avec celui qui fut son ex-patron. Ce fut le cas notamment dans un documentaire diffusé, Tout un symbole, pour les 1 an de l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Il y avait une différence d'approche qui est irréconciliable, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy pense que le Front National est à combattre parce qu'il affaiblit la droite et parce qu'il nous fait perdre, ce qui s'est d'ailleurs passé à l'élection présidentielle. Moi, je pense que le Front National est à combattre parce qu'il, comment dirais-je, est en dehors des limites du pacte républicain tel que je le considère. Voilà, et ça, c'est une vraie divergence. Donc cette déclaration a beaucoup fait parler et cette prise de distance s'est reproduite quelques temps plus tard. Prise de distance pourtant qui commence par une critique de l'action de François Hollande. Regardez. Ou plutôt écoutez. Donc on n'est pas du tout dans une situation qui permet de sortir d'une crise qui est grave, dont François Hollande n'est évidemment pas le seul responsable, qui est porté par 20 années pendant lesquelles un certain nombre de décisions n'ont pas été prises. Simplement, sa politique va aggraver les choses. François Hollande vous a répondu par avance hier, globalement, enfin à l'opposition. En substance, la droite nous reproche de ne pas avoir fait en 1 an ce qu'elle-même n'a pas fait en 10 ans. François Hollande oublie vite quand même que l'une des décisions les plus funestes pour la compétitivité de l'économie française a été prise par la gauche avec les 35 heures. Que vous n'avez pas abrogé. Et moi je n'oublie pas que nous n'avons pas abrogé cette mesure, même si nous l'avons corrigée avec notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Oui, nous n'en avons pas fait assez, mais ça n'est pas une raison aujourd'hui pour mener une politique qui est une politique qui aggrave les difficultés. Voilà, nous n'en avons pas fait assez. Pas mal d'autocritique. Alors un ancien Premier ministre, resté 5 ans, qui fait comme ça l'inventaire du bilan de son gouvernement. Que pensez-vous de cette posture, Michel Bétan, qu'il adopte là depuis quelque temps, François Fillon? C'est marrant parce que ces 2 extraits, il y a 2 choses.
ce que j'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec la stratégie conduite par Nicolas Sarkozy pendant l'élection présidentielle. Et ensuite, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, il n'a pas arrêté de dire pendant toutes les années passées qu'il fallait supprimer les 35 heures. Et dans l'extrait que nous avons écouté, évidemment, on a bien compris que c'était une autocritique de son action. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la posture que François Fillon a décidé d'adopter. En réalité, cette première émission n'était pas son premier acte d'indépendance. Juste avant, pendant la campagne interne à l'UMP pour la présidence, il a fait une interview dans Le Point, dans laquelle il commençait déjà à critiquer fortement l'action de Nicolas Sarkozy. Là, c'est beaucoup plus loin, parce qu'en réalité, il est sur un des marqueurs forts de la future campagne de 2017, quelle attitude vis-à-vis du Front National. Voilà. Et sur le fond, par contre, là, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est le premier à avoir dit, la France est en faillite. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour éviter que la France tombe en faillite ? Donc il est dans une posture qui est, à mon avis, irréconciliable avec la campagne de 2016, où il va se retrouver en contradiction permanente entre ce qu'il a pensé et ce qu'il n'a pas dit, et ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas fait. D'accord, oui, donc vous dites, il y a j'ai dit, j'ai pas fait, j'ai pas dit. En même temps, vous dites j'ai, mais il y a aussi Nicolas Sarkozy derrière. C'est peut-être aussi le bilan et l'inventaire du sarkozysme qui fait là, Philippe Lenchener. C'est bien qu'on commence par ça parce que c'est fondamental. Le succès de la primaire socialiste, c'est pas uniquement des gens et puis le fait que le talent des uns des autres, etc. C'est le métamonde qui était le leur. C'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette primaire a été réussie, c'est qu'auparavant il y a eu 4 conventions, il y a eu 2 conventions générales, 4 conventions thématiques, les laboratoires des idées, Terra Nova, Jean Jaurès, qui ont travaillé et ils ont eu un socle commun. Ce faisant, le socle commun a permis qu'il puisse y avoir ce débat et surtout une chose fondamentale, c'est que les médias ne soient pas maîtres de l'ordre du jour et que l'ordre du jour, ce soit eux, par leur thème, qui se l'imposent. Là, si ce travail n'est pas fait, ça va être une boucherie terrible parce que ce seront les médias qui pourront tranquillement interroger l'un, interroger l'autre, les mettre face à des contradictions fondamentales et ça va être terrible pour eux, ce sera un carcan et un étau dont ils ne pourront pas sortir. En fait, ce que vous entendez là dans ce que dit François Fillon dans ses extraits, c'est ça sent le carnage. Vous dites pas, tiens, bilan, inventaire, ou parlez vrai aussi, non, Denis Bertrand, parce qu'il y a quand même ce qui est frappant et ce qu'on entend et ce qui a beaucoup frappé. Mais les deux peuvent exister, c'est-à-dire qu'effectivement, un carnage dans le parler vrai. Non, il peut y avoir du parler vrai, il peut y avoir des positions de l'un de l'autre. Ce que vient de dire Michel est effectivement frappé du sceau du bon sens, mais il n'empêche que ça part mal en termes de cadre, car une primaire se passe dans un cadre. Parce qu'il n'y a pas François Fillon tout seul, il y a un cadre. Alors juste sur cette dimension parler vrai... Je trouve que le discours de François Fillon est caractérisé par une sorte de dureté feutrée. C'est-à-dire qu'il a un ton très doux pour dire des choses très dures. Il adopte des énoncés presque sur un ton monocorde pour dire des choses qui sont en fait plus radicalement violentes dans les 2 extraits qu'on a vus, du côté de sa relation avec Nicolas Sarkozy que du côté de sa relation avec François Hollande. Son opposition à Nicolas Sarkozy est nommée irréconciliable, alors qu'avec François Hollande, elle est évoquée comme graduelle, comme partage, comme co-responsabilité. Donc il y a un fossé qui se creuse dans la gestion du conflit. Il accentue les différences avec Nicolas Sarkozy et puis il reconnaît sa part de responsabilité quand il s'agit de critiquer l'action du gouvernement actuel socialiste. Un petit mot, puis je vais faire réagir Florence Hegel. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy par l'ensemble des principaux leaders de l'UMP, c'est qu'il aura interdit de faire un exercice critique des 5 ans passés. Et que chacun, à sa façon, va devoir le faire. Parce que tant qu'ils ne l'auront pas fait, ils ne pourront pas avancer. C'est ça le problème. Et je pense que François Fillon, lui, ne veut pas être enfermé là-dedans. Et il a décidé le premier, parce qu'il était Premier ministre, et qu'il était le premier sans doute à pouvoir passer de l'autre côté, à commencer cette autocritique. D'accord. Alors oui, Florence Hegel, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une différence peut-être plus marquée et qu'il accentue la différence avec Nicolas Sarkozy. C'est aussi une rupture dans son discours, parce qu'avant, ils étaient beaucoup essayés, et notamment au moment du fameux match avec Jean-François Copé, à la critique frontale du PS. Là, il y a une évolution aussi dans son discours. Surtout lors du débat sur primaire, donc avec Jean-François Copé, il n'avait pas du tout été aussi net dans sa position vis-à-vis du Front National. On se rappelle au contraire qu'il avait essayé d'être très prudent et de ne pas trop se mouiller. Et moi, je reprendrai cet aspect des choses que Denis Bertrand a souligné. C'est-à-dire que ce qui est très net, c'est que lui, il se met en position de défendre des valeurs, alors que Nicolas Sarkozy va chercher des voix. Et il redécouvre une distinction qu'un anthropologue britannique du politique a mise en avant, c'est-à-dire d'un côté il y a les règles pragmatiques, comment on fait pour gagner, et d'un côté il y a les règles normatives,
qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et lui, on le verra d'ailleurs dans ces différentes prises de position, il est toujours du côté des règles normatives depuis l'échec de la primaire en novembre 2012. Et un petit mot peut-être sur le parler vrai, parce qu'il y a cette... Alors vous dites, bon, il faut parler vrai plus autre chose, mais on voit qu'il est vraiment dans cette logique. Moi, je veux dire la vérité, ou du moins ce que je pense être la vérité, quitte à pas être d'accord avec ce qu'on a pu faire, quitte à être parfois d'accord avec la gauche. Ça, c'est une tradition du discours de droite. C'est quelque chose qui peut plaire aux militants UMP, parce que c'est quand même eux qui vont voter en priorité, les uns et les autres. Je crois désormais, il y a un sujet qui s'impose à tous, c'est qu'au-delà du parler vrai, il y a l'agir vrai. Et que maintenant, il y a une accélération incroyable de la démocratie avec ce quinquennat, qui fait que les actes fondateurs lourds et symboliques, soit vous les avez faits et vous avez des marqueurs, soit vous ne les avez pas parler faits. Vrai, sert à rien. Et ça, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il faut parler vrai, mais il faut agir vrai. Et là, François Fillon risque d'avoir, et avec tout le respect qu'on peut avoir pour Philippe Séguin, un syndrome comme quoi on n'échappe pas non plus à sa culture, c'est qu'il y a beaucoup de discours, et puis ensuite on rentre souvent dans le rang. Et là, c'est quelqu'un qui est souvent rentré dans le rang. D'accord, oui, sur le parler vrai. Sur le parler vrai, je crois que François Fillon, il a essayé d'en faire un marqueur, parce qu'en réalité, il faut juste rappeler quelque chose. Il a toujours été dans une posture de parler vrai. Le problème de François Fillon, c'est pas le parler vrai, c'est l'agir vrai. D'accord, donc... C'est ça, donc autrement dit, ça suffit plus de parler, et en plus, on vient de s'apercevoir de quelque chose, c'est qu'avec ce qui s'est passé depuis 1 an, et Hollande à la tête de l'État, on pourra plus, dans 4 ans, refaire ce que François Hollande a fait. On pourra plus dire... tout va bien, il n'y a pas de crise. On ne pourra plus dire des choses du type « vous inquiétez pas avec moi ». C'est fini. Tous les hommes politiques ont compris que le réel lui, il dit pas « vous inquiétez pas ». Lui, il dit pas « vous inquiétez pas ». Il dit « il faut s'inquiéter et on aurait peut-être dû plus s'inquiéter avant ». Il a dit des choses extrêmement fortes, François Fillon. Je ne suis pas là pour le défendre, mais je remarque qu'il a été « il faut supprimer les 35 heures, je veux supprimer l'ISF ». Il a dit des choses extrêmement fortes. Le problème, c'est on peut dire, et au moment de faire, c'est autre chose. D'accord. Alors, donc, assez critique, hein, je vois, sur la stratégie de communication de François Fillon et son fameux parler vrai. On va voir ce que vous pensez de celle de Jean-François Copé. Alors, c'est pas tout à fait la même, hein, parce que faut bien dire aussi qu'il y a un point sur lequel les deux se démarquent clairement, c'est que François Fillon a bien dit qu'il serait candidat quoi qu'il arrive, à la fameuse phrase que tout le monde a retenue. Et là, il se démarque clairement de Jean-François Copé. Écoutez-le, il l'explique très clairement. 2017, c'est loin. Moi, à titre personnel, je n'ai qu'une idée aujourd'hui, dans mes fonctions de président de l'UMP, c'est de préparer les élections municipales de 2014. C'est loin, mais François Fillon, il pense déjà. C'est loin, mais François Fillon, il pense déjà. Non, mais si je peux juste aller jusqu'au bout de ma réponse, je vous donne mon point de vue. C'est très respectable de songer à l'élection présidentielle et de songer à 2017. Vous-même, y aviez songé à 2017. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que si on veut avoir une chance de remporter l'élection présidentielle de 2017, il faut d'abord être certain d'avoir remporté l'élection municipale de 2014, pour une raison d'ailleurs très simple. Et c'est tout l'objet du travail que nous faisons aujourd'hui. C'est qu'il nous faut reconquérir le cœur des Français. Si on vous entend bien, François Fillon ne joue pas le jeu de l'UMP, le jeu de la reconquête des Français. C'est ce qui se ressort de vos propos. Pas du tout. Mais en plus, je sais pas, là, vous avez préparé vos questions avant d'écouter mes réponses. C'est pas ce que je dis. Je suis justement en train de vous dire que tout ça est éminemment respectable, mais que dans ma fonction de président de l'UMP aujourd'hui, le rôle qui est le mien, il est de rassembler. Voilà, mon rôle, c'est de rassembler, rassembler, qu'on entend beaucoup en politique, hein, quitte à faire parfois un peu tarte à la crème. Alors, que pensez-vous de sa manière de l'employer, Denis Bertrand ? Je crois que le contraste entre les deux comportements politiques, les deux récits, est ici complètement frappant. C'est-à-dire que Jean-François Copé revendique un réalisme programmatique. On commence par une opération et ensuite on passe à une autre, etc. On dessine un programme. Et du même coup, il fait apparaître son rival comme celui qui est occupé uniquement par les fins dernières. Celui qui vise les fins dernières, il est dans l'idéalité, il est dans le discours, alors que celui qui est sur le terrain, c'est celui qui s'occupe d'aujourd'hui et de demain, c'est celui qui fait les petits programmes, qui fait la petite cuisine, qui fait le travail de l'immédiat, qui fait ses petits programmes. C'est un peu la fourmi, il est un peu la fourmi et l'autre est la cigale. Enfin, il construit une sorte d'opposition de ce type-là, je dirais. Voilà, lui qui s'intéresse vraiment à la réalité des Français, etc. Donc on voit bien l'opposition qui cherche à construire. En même temps, ça s'écoute quand même aussi à l'aune d'un conflit qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça entre les deux. Alors ce mot de rassemblement,
dans sa bouche. Je ne sais pas comment il s'entend et comment il peut être entendu, Florence Hegel, par les sympathisants et les militants UMP. Là, il est dans la logique de sa position et de son rôle. Hein, en tant que président du parti, il ne peut dire que ça. Voilà, et il le dit, mais il le dit de manière très différente de ce qu'il disait lors de la primaire. Hein, on voit que dans son ton, dans la manière de se positionner, autant il pouvait être cassant, il pouvait être combatif, belliqueux pendant la primaire, autant là... il est belliqueux vis-à-vis du journaliste, quand même. Oui, voilà, à peine. Donc, donc je pense qu'il est vraiment dans sa logique de président du parti. Par ailleurs, il est vrai qu'en 81... la gauche a commencé la reconquête par la conquête municipale et par le fait de reconquérir des villes, et qu'il a ce modèle en tête. Hein, et donc c'est ça qui met en avant comme récit, mais aussi comme stratégie, je dirais, hein, et qui est pas... Qui a une logique très forte. Bien sûr, après c'est vrai qu'il y a la fonction, évidemment, chacun a peut-être un peu la stratégie de sa fonction ou du fait qu'il a été candidat malheureux à cette fonction pour François Fillon, mais du coup ça pose la question du positionnement des deux, lequel est aujourd'hui dans une stratégie plus risquée, avec un discours aussi qui est peut-être plus